Donc ce soir, j'ai l'honneur, le plaisir de vous présenter Monsieur JF. Voilà, c'est mon petit abrégé de ce futur président de quelque chose, on verra bien. Donc durant ces quelques minutes, on va balayer l'histoire de Jean Fox. Moi, je suis allée chercher des petites choses intéressantes. Donc je suis allée regarder un peu sur LinkedIn. Des petites choses très agréables sur toi, un petit résumé dans tes champs de recommandations de Benjamin Monnier qui dit de toi, donc il a travaillé avec toi au sein du département de chez Danone, qu'il a eu l'occasion de te voir à l'œuvre. Tu es un véritable professionnel du marketing, orienté business, se souciant des équipes, passionné des marques et de l'innovation, avec un grand sens de la transversalité. Tu as la capacité d'embarquer les équipes, de les faire s'engager et réfléchir en dehors du cadre pour apporter des solutions différentes. Tu as une approche de l'innovation et de l'univers de la grande consommation et tu es inspirant et ça fait de toi un professionnel convaincu et convaincant. Donc, j'ai quand même remarqué sur LinkedIn que toutes les personnes, et elles sont nombreuses, ont des recommandations sur toi qui sont très, très, très flatteuses. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir avant de te connaître en tant que chef d'entreprise, te découvrir, c'est qui tu es en tant qu'homme. Donc, je me suis fait une petite séquence intime. En 5 minutes, je vais te demander, à partir de la phrase « Il était une fois un petit garçon », parce que derrière chaque grand homme, il y a eu un petit garçon, et derrière chaque grande femme, il y a une petite fille qui a un jour rêvé d'eux. Donc derrière cette phrase « Il était une fois un petit garçon », il faut que tu te racontes à la 3e personne que tu te comptes. Et tu as 5 minutes. Oh bah 5 minutes, c'est énorme, hein. Je te le Ah, dis. mais je pourrais te couper le sifflet, hein, de toute façon. Ouais, Ça mais ça aussi, c'est tiendra pas 5 possible. Hein. minutes, mais c'est pas grave. Alors, il était une fois un mec qui est né à la campagne. Il était vraiment bien, il était tranquille à la campagne, c'était sympa, mais quand même, c'était un peu petit. Donc, assez rapidement, il a eu envie d'aller ailleurs. Il a eu envie d'aller à l'internat pour échapper à sa grande famille pleine de filles, pleine de sœurs. Dark. Donc, il est allé à l'internat. Et puis, il a appris que, voilà, à l'école, il y a des choses très intéressantes, vraiment sympas. Déjà, il y a les copains, il y a les bêtises. Et puis, quand même, une fois de temps en temps, on peut s'intéresser à l'histoire, on peut s'intéresser aux lettres, on peut s'intéresser aux maths. Et puis après, on va délaisser les maths, mais aller faire de l'anglais. Et voilà. Le petit garçon a été assez passionné à l'école, à vrai dire. Assez passionné avec des lectures aussi. Et puis, il a cherché à aller plus loin. Donc, il a passé des concours pour ça. Puis après, il est allé à la grande ville, à Paris. Il a étudié Mais à quels étaient Paris. tes rêves quand tu étais petit? De quoi rêvais-tu? Pompier, avocat, Ah, serial killer? il rêvait d'être comédien, acteur de Ah. théâtre. Il rêvait d'être président de la République quand même. Ah. Ouais, il rêvait d'être quoi? Il rêvait d'être pas tellement ingénieur comme Paul Hubert, non. Non, mais comédien, acteur de théâtre et président, il y a des choses qui se recoupent quand même. Peut-être, peut-être. Voilà, il rêvait de ça, il rêvait de ça. Ok, donc tu as déjà une ambition très haute. Oh, je sais pas si c'est très haut, mais j'avais l'ambition de jouer des Mhm. rôles et de donner à voir un spectacle. Ça, oui, carrément. Et du coup, est-ce que tu as fait Produire du du bonheur. théâtre? Est-ce que tu as fait du Oui, théâtre? Mhm. il fait du théâtre. Il a fait du théâtre d'abord tout jeune dans le salon, et puis après il a fait du théâtre au collège, et puis après il s'est affranchi du théâtre classique. Après déjà au lycée, puisqu'il a écrit des petits sketchs qu'il a joués devant plein de monde, etc. Alors pas en one man show, mais avec plein d'autres Mhm. personnes. Ok, Et puis après, il s'est carrément affranchi. Il est devenu plutôt comédien improvisateur. Euh, d'accord. voilà. Ouais. Ok. Et Voilà. Et puis après, Mhm. il a de plus en plus aimé voyager. C'est pas très bon pour l'environnement, c'est vrai, mais ce qui est plutôt pas mal pour l'esprit. Et puis, il a aimé essayer de rentrer dans la vie des gens avec
du marketing de grande consommation et rentrait dans les frigos et dans les placards des gens pour leur Mmh. apporter des choses sympas. Il a aimé travailler à l'étranger, Mmh. voilà, notamment en Asie, au Bangladesh, en Belgique, pays très exotique, beaucoup C'est plus vrai. exotique que ce qu'il y paraît. Euh, en Algérie plus récemment. Voilà, donc il est passionné, il a été passionné, il est toujours passionné par les rencontres culturelles, interculturelles. Voilà. Alors je vais rebondir sur mon autre séquence, justement la séquence culturelle. Tu me donnes, cette, possibilité. Si tu étais une bataille historique, Mhm. Bon, une bataille où la France gagne hein, quand même, parce que je ne sais ce pas. camp cool. Hein. Je dis: «Je ne sais pas», je te laisse choisir. Je te laisse Ouais. choisir ton camp. Une bataille historique, je vais Mmh. dire, tiens, ça me va bien, la bataille du coronavirus, avec tous ces Ah! makers qui se sont mis en action pour produire des petits masques, du gel hydroalcoolique, produire de la réflexion, comme ça a été un peu notre cas. Voilà, chacun contribuait pour combattre ce virus, qui bien sûr n'est pas qu'un virus du corps, c'est aussi un virus Mmh. de l'esprit. Voilà, c'est une bataille qui n'est pas gagnée, mais c'est cette bataille-là, je pense, si j'étais une bataille. D'accord. Si tu étais un artiste ou un artiste, une chanson engagée. Si j'étais un artiste ou une chanson? Un artiste ou une chanson engagée. D'accord. Tu peux me citer des exemples pour, les 3 aussi, hein. Un artiste ou une chanson engagée. Mmh. Si j'étais, engagé, je sais pas, mais moi, il y a une artiste, ça va vous paraître un peu, bizarre, elle est pas engagée, mais moi, elle me plaît beaucoup. C'est Véronique Sanson. C'est une nana Ah! Ouais. auteure, compositeur, interprète, donc elle maîtrise son outil de production, elle fait tout elle-même. Elle a une relation avec son public qui est super authentique, super simple. Mmh. Elle maîtrise son organe quand même, hein, c'est une Mmh. super pianiste. Voilà, et Mmh. puis je l'ai vue à Nouvel An l'an dernier, j'ai trouvé ça super, c'était la première fois que je la voyais. Voilà, et puis elle m'a touché parce qu'elle est âgée, elle est plus faible que par le passé, mais Mmh. elle est toujours capable de chanter, d'interpréter à sa manière. Voilà, donc je sais pas, en tout cas elle me touche. Je sais pas si j'aurais envie d'être cette artiste-là parce qu'elle n'est pas forcément engagée, mais Mmh. Mmh. pas particulièrement engagée, mais en tout cas, elle me touche. Euh, alors, un artiste engagé, Pasolini, c'est un réalisateur italien qui s'est battu pour faire en sorte que les gens réfléchissent et que on soit dans un monde où la diversité soit mieux acceptée, où la différence soit mieux acceptée. Donc peut-être que j'aurais aimé être un mec comme lui. OK. Voilà. Une J'ai chanson une engagée, Ouais, une chanson. une chanson. Et si tu pouvais la Oh, il y a une chantonner chanson qui aussi, me ce plaît bien. Oui, je allez. peux. Il y a une Oui, allez, chanson chantonne. de mon adolescence ou de ma jeune, mon âge jeune adulte que j'aime bien, qui est une chanson de Paris Combo qui s'appelle Living Room. Tu connais? Pas du tout. Alors, je vais la En fredonner. même temps, je suis plus jeune que toi. C'est une chanson de colère, hein. C'est une chanson un peu de colère et de critique, avec quand même des alternatives. Et Mmh. donc, si je dois la chantonner, attends. Euh, Alors, je vais aller pas au refrain seulement. Je vais commencer parce que c'est positif au début. Donc, Mmh. nous sommes tous nés, mon ami, nous sommes tous vivants, c'est inscrit dans notre œil, tu vois, au fond, ça lui, d'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Voilà, voilà, parfois qu'on nous gronde, mais sans laisser passer. Faut pas se laisser aller à rêver d'une autre vie. Et je vais au refrain parce que c'est plus fort. Ça fait euh, ah, enfin, en gros, ça dit que il y a de vieux singes qui ont décidé qu'on resterait dans notre living room entre le fauteuil et la télé, etc. Et ça ressemble un peu au confinement quand même. OK. Voilà, et ça c'est assez critique quand même. Alors ma dernière, séquence, culturelle, c'est si tu étais une personnalité politique controversée.
Oh, j'ai pas envie d'être une personnalité politique. Mais si je devais être une personnalité politique Controversé. Ouais. controversée, on est tous des personnalités politiques finalement, parce que tout ce qu'on fait est politique. Si je devais être une personne controversée, une personne qui a suscité la controverse, Galilée. Allez, ça plaira d'ailleurs à, ça plaira d'ailleurs à Catherine. Galilée, qui parce qu'il a dit que la Terre était ronde et non plate, voilà, il a fallu se battre, quoi. Ah ouais, quand même. Des siècles et des siècles. Ah oui, oui, des siècles. Ok, Non, merci. j'avoue que les hommes politiques, c'est pas les femmes. Oh, j'ai bien compris. La J'ai politique, bien c'est compris. pas. Je pense qu'on peut changer le monde autrement que par la politique. N'est-ce Et pas? que ça, c'est Peter politique. Makers. Et que ça, c'est politique. Séquence valeurs. Peux-tu me citer 3 de tes valeurs piliers qui se transposent aussi bien dans ta vie personnelle que professionnelle? 3 Ok. de tes valeurs piliers. 3 de mes valeurs piliers. Mmh, La sincérité, le fait d'être ouais, authentique, voilà, de mentir le moins possible, ça va avec, voilà. Une deuxième valeur, la fraternité, le fait de chercher mmh, à la convivialité d'abord, avant même de construire la confiance finalement, parce que pour moi ça ouais, commence par la convivialité, la fraternité. Et le fait de se rendre compte qu'on est tous humains et que voilà, il y a une forme d'égalité entre nous de fait, quoi, tu vois. Et puis une troisième valeur importante à mes yeux, quand même, le travail, c'est une valeur, ouais. Le travail, c'est-à-dire le fait d'apprendre, le fait de chercher, mmh, ça va avec le fait d'être curieux. Donc, mmh. être curieux, c'est une qualité, mais la valeur, ça va être le travail. OK. Voilà. Prochaine séquence pour moi, c'est la recette d'un chef d'entreprise en herbe que tu vas devoir nous donner. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu sois devenu, cet maker, ce qui décide de prendre son envol? Donc je me suis interrogée sur ton CV, toujours sur LinkedIn. Je suis allée puiser, Mais ça, c'est moi qui l'ai écrit, hein. C'est quand même vachement moins spontané. oui, mais je peux te coincer justement sur ton authenticité. J'ai des armes, j'ai des armes. Vas-y, Donc, vas-y, je te j'ai fais relevé confiance. trois ingrédients marquants sur ton CV. Déjà, professeur HEC. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être à la fois Ah bah, dans le monde d'une école de commerce de cette envergure et de donner des cours anticapitalistes? alors le cours est pas anticapitaliste, il permet aux étudiants de se poser des questions au sujet de leur relation au capitalisme et en effet des critiques dont ils sont eux-mêmes porteurs ou pas, etc. Sachant qu'on Mmh. est tous différents de ce point de vue-là. Non, ce que ça m'a apporté, bon moi c'est l'école que j'ai faite, donc c'était un peu un retour à la maison d'une certaine manière. Ouais. Ça m'a Pourquoi cette apporté. école? Pourquoi cette école? Alors cette école, j'enseigne dans cette école parce que c'est l'école dans laquelle j'ai fait mes études, où j'ai Mmh. rencontré notamment une dame qui s'appelle Eve Chiapello, qui est à l'origine une contrôleuse de gestion, chercheuse en contrôle de gestion, et qui est devenue sociologue à travers le temps, et qui a écrit un bouquin qui est là, qui a écrit un bouquin passionnant qui s'appelle Le Nouvel Esprit du Capitalisme, avec OK. un autre sociologue qui s'appelle Luc Boltanski. Mmh. Et je l'ai rencontré en étant étudiant. J'ai suivi son cours, qui était à l'époque un cours d'histoire des critiques anticapitalistes. J'ai trouvé ça passionnant. Je suis parti travailler dans l'agroalimentaire pendant une dizaine d'années. J'ai toujours gardé ça en tête et j'ai toujours conversé avec elle. Et puis elle m'a transmis ce cours il y a quelques années. Donc, je l'ai légèrement fait évoluer pour faire en sorte que les étudiants ne s'arrêtent pas aux critiques, mais aussi passent du côté des alternatives, se posent la question des alternatives concrètes qui peuvent jaillir de la critique. Mmh. Mais voilà pourquoi HEC, tout simplement. Tu as continué en parallèle, tu continues toujours d'ailleurs de donner des cours à HEC ou c'est quelque chose que Non, c'est terminé. Je une donne page de pas, ton
Non, je donne plus de cours à Plus le HEC, mais temps, je hein. ne désespère pas de continuer à donner ce cours, soit en interne en entreprise, ça peut être tout à fait passionnant, soit ailleurs, si le temps me le permet. OK. Voilà. Donc autre chose, un autre ingrédient, je trouve qui revient beaucoup dans ton CV, digitalisé LinkedIn, c'est ta mission chez Danone. Même quand on a échangé ensemble, sur ton parcours professionnel, je trouve que de toutes tes missions, je vais parler de Créergie un peu plus tard, mais ta mission c'est chez Et Danone surtout a de la été, vision un Altermakers, tournant. il faut qu'on en parle. Mais on va en parler, D'accord. Parce qu'il il reste une demi-heure, tu vois. je gère, Mais je te dirai. maîtrise du temps. Très bien. Ouais. Alors Danone, pose-moi ta question. Mission Danone, qu'est-ce que ça t'a apporté comme ouverture justement, les voyages, les rencontres, c'est aussi, le pendant de tes missions chez Altermakers, travailler, avec l'industrie, agroalimentaire, voilà, je sais pas. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou pas Alors, même sur si cette chez mission? Altermakers, on ne travaille pas que avec l'industrie agroalimentaire, mais oui, chez Danone, j'ai appris qu'on pouvait construire son job, premièrement, parce que Ouais. c'est quand même un groupe dans lequel on est extrêmement libre, on nous fait confiance. Ça, c'est Mmh. génial. Même quand on est tout jeune, en plus. C'est un pays, j'allais dire un pays, un, un job, une entreprise dans laquelle j'ai appris qu'on peut mettre des valeurs dans son job au quotidien. Voilà, c'est pas interdit. J'ai appris à du coup aussi concilier les exigences du business, les valeurs ou les convictions, et puis la prise en compte de ce que pensent les autres, les parties prenantes. Mmh. Ça, c'est très fort dans un groupe comme Danone. Donc voilà ce que j'ai appris essentiellement. Après les voyages, évidemment, le fait de vivre à l'étranger, ça c'est très très fort. Je pense que c'est ce qui me poussait d'ailleurs, c'est même certain, c'est ce qui me poussait le plus. D'ailleurs, avec ou sans Danone, à vrai dire, j'aurais pu à l'étranger. Continuer à Ouais, courir à travers le monde, aller, c'était vers mon les accès rencontres. d'entrée. Ouais. Consultant chez Créargie, qui va être notre, trait d'union Ouais, alors qu'est-ce que ça m'a appris? qu'Altermakers. Ça m'a appris que, je vais caricaturer, mais qu'il n'y a pas que du yaourt dans la vie ou des eaux minérales, qu'on peut faire, qu'il y a plein d'autres choses. Donc j'ai découvert d'autres univers comme la banque, comme les cosmétiques, comme Mmh. le milieu associatif, comme la pharma, etc., etc. Voilà. Donc ça c'est Puis quand même. peut-être de jouer avec la créativité, d'être moins bridé que dans une grosse, structure, une Alors grosse chez Danone, organisation, non? je me sentais pas bridé chez Danone. D'ailleurs, j'avais commencé, à vrai dire, à pratiquer des méthodes d'animation créative. Mmh. En revanche, ce que j'ai appris chez Créargie, c'est la méthode. C'est la méthode dans les règles de l'art, auprès de personnes comme Paul Hubert qui est là ce soir et d'autres Oui. personnes qui sont des méthodologues aguerris, Mmh. qui ont l'art et la manière de déjà, enfin, d'animer des équipes, voilà, Mmh. excellemment, et une posture de consultant. C'est pas donné d'apprendre la posture de consultant. Ça, je l'ai appris chez Non, Créargie. c'est pas donné. Justement, on va passer sur, la séquence, Zoom, d'oser entreprendre et donc la naissance, d'Altermakers. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'origine d'Altermakers? Dire un mot sur l'origine du mot Altermakers? L'origine du mot. L'origine du mot. Bon, vous avez compris, moi, le mot alternative, il me plaît beaucoup. Je Ouais. l'utilise depuis une quinzaine d'années, quoi, parce que je l'ai découvert à HEC en fait, précisément en dernière année. Je faisais partie d'un programme d'une trentaine d'étudiants qui s'appelait Alternative Management. Mmh. Et c'était juste après la crise financière de 2008. Et on avait pour ambition et pour mission d'identifier des nouveaux business models, Ouais. de faire advenir l'alternative, on va dire. On était vraiment dans un moment de crise aussi, et comme maintenant, hein, donc un moment de nébuleuse réformatrice, on va dire, c'est-à-dire des moments où les élites elles-mêmes appellent le changement de leurs vœux. Voilà. Euh, et donc, voilà, c'est un mot que j'ai découvert là, qui m'a beaucoup plu,
Donc, et tous ses dérivés, autrement, différemment, etc. Alors pas la différence et l'autre pour le plaisir de faire autrement, hein, autre pour faire mieux, bien sûr, et pour réussir, tout simplement. Donc alternative, ça vient de là, et makers, c'est inspiré de ce mouvement des makers, qui est un mouvement que vous connaissez peut-être, qui est né aux États-Unis il y a une trentaine d'années maintenant, qui est un mouvement de résistance d'une certaine manière et de réappropriation par les gens de leur vie. Donc c'est du do it yourself, c'est réapprendre à cuisiner, à programmer, à coder, à faire de l'impression 3D, etc., pour pouvoir s'affranchir de formes d'aliénation finalement auxquelles on est arrivé parce qu'elles correspondaient aux besoins et à l'esprit des temps. Mais en fait, je pense que on est dans un moment où on a besoin de se réapproprier les choses et de réapprendre à faire, y compris dans l'entreprise. Dans l'entreprise, les gens ont besoin de réapprendre à faire. Il n'y a pas lieu que, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais il n'y a pas lieu que à chaque fois qu'on a un problème, on doive appeler un consultant. Hein. On a besoin aussi de réarmer les gens, de faire en sorte qu'ils soient complets, qu'ils utilisent, oui, leurs mains, bien sûr, mais aussi leur cerveau et puis tout leur cerveau. Voilà. Ok. As-tu des anecdotes, peut-être une ou deux, hein, parce que le temps est compté, à partager sur les phases de création? Je garde ça en tête. Beaucoup font référence à la charte graphique, à la typo. Tu m'as raconté d'ailleurs une petite histoire sur la typo que j'ai trouvée intéressante. Oui, alors la typo, beaucoup de gens m'interpellent sur la typo. Je l'ai pas là. Beaucoup de gens m'interpellent sur la typo, me disent ah elle est bien, c'est une typo très grasse, c'est sympa. C'est la typo du logo, hein, à vrai dire. Et alors cette typo, c'est Paul qui est là dans le groupe qui l'a identifié et qui a commencé à jouer avec, sans vraiment savoir d'où elle venait. Ça nous a paru très très sympa. Derrière, Paul n'étant pas un graphiste aguerri avec 20 ans de carrière derrière lui, on a fait appel à une graphiste aguerrie qui est quelqu'un de formidable, qui nous a dit c'est un choix formidable, c'est un choix super. En fait, cette typo qui s'appelle Sharps Lab, c'est la typo de la campagne de Hillary Clinton face à Donald Trump. Et donc, voilà, il y avait des pancartes avec écrit Hillary présidente, évidemment, Better Tomorrow, des choses comme ça, voilà. Et elle a été créée pour cette campagne. Et en fait, je trouve que c'est très bien. Si avec Altermakers, on perd face à Trump, ça m'ira très, très bien. Voilà. Ok. Alors, peux-tu nous raconter en quelques mots le concept de ton cabinet conseil et ce qui le différencie de ses concurrents? Oh, c'est un Tu as entretien 2 d'embauche. minutes. Ouais. Alors, en fait, on est pas un cabinet classique. En effet, on a vocation à être un collectif déjà et pas un cabinet. Ouais. On est un collectif de conseils, en effet, de conseils alternatifs. Et on est alternatif à 2, 3 titres. Le premier titre, c'est déjà les gens qui composent ce collectif, donc on va dire les membres officiels, affiliés, Ouais. etc., qui sont des talents extrêmement divers. Et ça, c'est assez atypique dans le monde du conseil. Donc chez nous, il y a à la fois des marketeurs comme moi, ou comme Sarah, ou comme David qui est pas là ce soir. Il y a également des artistes comme Christophe qui est romancier, Bruno qui est réalisateur. Il y a des chercheurs comme Laurence qui est ethnologue et qui connaît tout des habitudes de consommation et des consommateurs et de l'écoute et de la libération de la parole des citoyens. Il y a également Jean-Jacques qui est philosophe. On a Damien qui est cuisinier. Voilà, donc vous voyez, tu vois, on mélange des profils extrêmement divers et c'est ça Ouais. qui en soi est créatif. Parce que quand tu mets ensemble des gens qui, bien sûr, a priori, n'ont pas grand-chose à se dire, on pourrait avoir cette impression-là, mais sur un même problème, avec 2, 3 regards différents qui se rencontrent, ça permet de faire jaillir des solutions beaucoup plus robustes, plus rapidement et plus alternatives. Voilà. Est-ce que ça te différencie du coup des Oui, autres oui, clairement. cabinets, tu trouves? Oui, tout à fait.
Ouais, ouais. La OK. plupart des Et cabinets, alors soit sont dans de l'expertise, et là ils s'orientent sur une expertise. Alors tu as des cabinets de philo, ça existe par exemple, hein, mais ils ne font que ça. Et puis tu as des cabinets généralistes, mais qui ont du mal à admettre que les meilleurs consultants, en fait, sont les makers, sont des gens qui sont peut-être pas des consultants au quotidien, en fait, sont peut-être des mmh, gens qui ont une passion pour la recherche ou pour le faire, la mmh. cuisine, le code, etc. Voilà, ces gens-là ont de la valeur, bien sûr. Et donc, je pense que on est assez différents dans le monde du conseil, ouais. Et est-ce que ça a été votre force, durant cette, crise inédite, justement, ce collectif, toi, qui décides de monter dans un moment quand même particulier, enfin tu pouvais pas le prévenir ça, cette boîte, de collectif, comment vous avez traversé cette crise, et comment vous avez été résilients ensemble? Alors, oui, enfin, le collectif est, la clé de notre survie, en fait, parce que, Mmh. à plusieurs titres. Parce que, en plein coronavirus, une des premières choses qu'on a faites, c'est de se tourner vers la communauté au sens large, dont toi tu fais Ouais. partie, dont, pas mal d'autres personnes ce soir font partie. Mmh. C'est à travers cette communauté et ce travail avec la communauté, on a pu montrer que du collectif pouvait jaillir euh, euh, des idées nouvelles pour le futur, en fait, parce qu'on a animé une quinzaine d'ateliers créatifs sur 3 grandes problématiques différentes et qui ont permis d'aboutir à une dizaine d'actions concrètes mises en œuvre. Donc, j'ai envie de te parler du collectif au sens encore plus large que le collectif avec les 12 membres affiliés de Altermakers, premièrement. Deuxièmement, bah, ne serait-ce que sur ce sujet-là, on était 5 ou 6 Altermakers à participer à l'animation de ces ateliers, en fait. Ouais. Donc, tu vois, on a passé le cap de cette crise ensemble, finalement, en se posant des bonnes questions pour prendre du recul avec les gens, avec notre communauté au sens large, et puis passer à de la génération d'idées et passer à l'action. Donc oui, tout à fait, c'est le collectif qui nous a permis de passer cette crise. Mais je vais embrayer du coup, moi, et peut-être en demandant à Paul Hubert de nous expliquer comment il a animé l'élaboration de la vision de Altermakers au cours des 2 dernières semaines. Bien, vous m'entendez? Oui. Alors, Jean m'a demandé, comme un ancien collègue, d'animer cette opération de vision de Altermakers. Alors, une vision, c'est quoi? C'est pas une stratégie, c'est pas un objectif, c'est un rêve. C'est rêver son futur idéal. Donc, la mission, c'était définir ce que Altermakers veut, dans l'idéal, qu'il soit, dans un futur proche qu'on avait fixé à 2024. Et Jean ne voulait pas que ce soit simplement ses élucubrations, impliquer la communauté de 2 façons. D'abord, créer un groupe de 6-7 personnes qui s'est réuni 3 fois 1 heure et demie sur Teams, que j'ai animé. Puis également, il y a eu un sondage auprès de la communauté sur quelques questions liées à la démarche de vision. Alors, faire une vision, c'est faire un voyage. Un voyage dans le futur et dans le rêve. Quand on fait un voyage, il y a 3 étapes. D'abord, on prépare son voyage. Ensuite, on part en voyage. Après, on revient et on raconte. Voilà. Et nous avons fait ensemble ce voyage avec ce groupe. Dans la première réunion, on fait la préparation du voyage. On se dit d'où on part. C'est quoi Altermakers aujourd'hui? Quels sont ses points forts et ses points faibles? Quelle est son histoire? Même si elle est récente, il y a quand même une histoire, une énergie fondatrice. Et puis, ce qui risque de lui arriver au futur, quand même, on fait un coup d'œil, un coup de projecteur. Sera, parce que le futur, on ne peut pas le prévoir, mais on peut l'inventer et l'imaginer. Au cours de cette première séquence, j'avais demandé un travail préparatoire. Et en particulier, chacun devait raconter l'histoire d'Altermaker. Et ça a été très sympa parce que il y a quelqu'un qui a
Makers racontait au Petit Prince. Walter Makers racontait à mes parents. Didier Raoult, à la reine Elisabeth. Et puis, il y a quelqu'un qui a mis en scène un dialogue entre un club de foot, Alter Makers, et un joueur qu'il recrute. Voilà. Alors ça, on l'a exploité au cours de la séance. On a fait également un portrait chinois, ça c'est connu. Si Alter Makers c'était un animal, un végétal, un personnage historique, un organe du corps. On a fait le scénario idéal, le scénario catastrophe. En parallèle, on a dépouillé, exploité le dépouillement des questions qui étaient posées à la communauté. Alter Makers, ça vous évoque quoi? C'était l'évocation. Et c'est quoi? Puis le consultant, c'est quoi? Alors on a touillé tout ça, tout ce contenu à la fois imagé, symbolique, avec des mots. Et là, on a fait ce qu'on fait quand on part en voyage, on fait sa valise. Et maintenant, il y a de plus en plus de restrictions du bagage, donc on ne peut pas tout emporter. J'ai demandé à chacun du groupe quels sont les 3 items que vous gardez pour votre voyage et quel est celui que vous ne gardez pas. Voilà. Et puis, la séance suivante, on a fait le voyage. Alors, ça fait demander, et à chacune, représenter sa vision de Alter Makers idéal de rêve en 2024 sous une forme visuelle, symbolique, sous forme de dessin ou de montage ou d'image, etc. C'était très riche. On l'a exploité. En parallèle, la communauté avait été interrogée un peu sur les mêmes questions, surtout sur que serait le monde socio-économique en 2024, qu'est-ce que serait un monde meilleur, voilà. Et que serait le conseil en 2024. Puis on a exploité tout ça et on a commencé à ébaucher la vision. Et une vision, c'est des phrases courtes, quelques items qui sont le combat. Le combat pour que le monde soit meilleur en quoi? C'est une vocation, une raison d'être. Quelle est notre raison d'être là-dedans? La raison d'être, elle est forte. C'est pas seulement nous voulons satisfaire nos clients ou nous voulons être les meilleurs. Non, non, c'est nous voulons contribuer à ce monde meilleur. De quelle façon? C'est aussi des missions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour nos clients? Une ambition. Comment on veut être reconnu? Comment veut-on qu'on parle de nous? C'est des valeurs. Et Jean a flashé sur un mot que j'ai tiré d'une discussion avec un philosophe, André Comte-Sponville, à la Grande Librairie à la TV, les vertus. Que les valeurs, c'est facile. On dit, oui, la valeur, c'est l'innovation, c'est l'écoute des clients, c'est l'excellence. La créativité. C'est la créativité, mais la plupart du temps, c'est des slogans. Pour que ce soit incarné au réel dans la vie de tous les jours, on appelle ça des vertus. Voilà. C'est les principes de fonctionnement, etc. Donc, on a construit ensemble cette vision. Ensuite, Jean l'a affiné. C'est quand même lui le chef. Hein. Donc, mine de rien. Voilà. Et la dernière séance, alors là, c'était très sympa aussi, on a fait le retour. Le grand principe du retour, c'est de dire, vous voyez, si vous vous dites, j'ai fait ma cible, et puis comment je vais faire pour l'atteindre, tout de suite, ah oui, mais c'est pas possible. Ah oui, mais il y a ceci, ah, mais il y a la crise, ah, mais il y a les règlements, etc. Non, on ne fonctionne pas comme ça. On se dit, je suis en 2024, j'ai réussi, nous avons chacun 4 ans de plus. Rappelons-nous, comment on avait fait, qu'est-ce qui s'était passé? J'ai demandé à chacun de raconter cette histoire, qu'on appelle les scénarios de réussite. Et là, ça n'a pas été triste. Parce qu'on a eu droit à des exemples, Paul Hubert. On a eu droit à un article dans Paris Match, avec une couverture d'ailleurs. Ouais. Voilà. On a eu droit à un scénario de film. Alors bon, celui qui l'a fait, c'était notre réalisateur. Donc là, c'était vachement bien. Et il a fait voyager Alter Makers en 2024 dans le monde sportif avec Leonardo DiCaprio, là. Non, DiCarpaccio. Carpaccio, oui. Voilà. Avec bien sûr les Jeux Olympiques et puis Anne Hidalgo, etc. On a eu un conte de fées. Il était une fois une petite équipe, Alter Makers, et puis à la fin, ils furent heureux et puis ils ont beaucoup de clients. Une chanson. Alors ça, on va la garder, la chanson d'Alter Makers. Il y en a un qui nous a fait, il est là d'ailleurs, de Constitution, article 1, article 2, article 3. Voilà. Alors ensuite, tout ça, on l'a présenté, échangé. On en a tiré ensemble les clés de la réussite. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour réussir? Et on est revenu dans le présent et on dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les premiers pas? Voilà. Et les premiers pas seront une promenade
la semaine prochaine de l'équipe et de tous ceux qui veulent pour justement construire cette vision avec quelle communication, quelle organisation, etc. Voilà. Donc, c'était très sympa. Voilà. Merci Paul Hubert. Merci. Et cette méthode que tu décris, elle est très très bien décrite dans ce bouquin que tu as écrit toi-même et qui s'appelle Le management par la vision. Voilà. Voilà. Et vous avez le Petit Prince en costume 3 pièces avec son étoile. Voilà. L'étoile et le Petit Prince. Parce qu'une vision, c'est l'étoile. Si tu veux tracer ton sillon droit, attache ta charrue à une étoile. C'est un proverbe. Alors, selon les versions, il est chinois, il est berbère, il est arabe, il est tout ce qu'on veut. Une vision, c'est un rêve tellement fort qu'il nous guide. C'est une boussole. Et voilà. C'est comme l'étoile polaire ou l'étoile du berger. Elle nous guide, mais on n'y arrivera pas. Alors moi, quand on me dit notre vision, c'est de faire 3 milliards de chiffre d'affaires avec 15% de rentabilité, je dis c'est nul, c'est pas une vision, ça. C'est un objectif. Bon, mais une vision, c'est plus que ça. Vous n'êtes pas orienté résultat, Paul Hubert. C'est un résultat. Vous connaissez l'allégorie des tailleurs de pierre, elle est connue. C'est le journaliste qui sur un chantier au Moyen-Âge voit des tailleurs de pierre, il demande au premier qu'est-ce que vous faites. Moi, je taille une pierre, ben voilà, j'ai les plans. Ah bon, bien. Le second, ben moi, je sculpte une gargouille. Le troisième, je construis une cathédrale. Et le quatrième, j'œuvre à la gloire de Dieu. Voilà, c'est ça, la vision. Ok. Alors, ça a été réactualisé. Elon Musk, l'homme de SpaceX, là, alors il n'est pas très sympa, mais il est très très fort pour entraîner les gens. Alors, une anecdote raconte qu'un journaliste est allé dans la boîte, là, SpaceX, il a vu un homme de ménage qui nettoyait, il dit qu'est-ce que vous faites? Ben, je participe à la conquête de Mars. Vous êtes fou, mon ami. Si, c'est vachement important. Parce que les ingénieurs, quand ils arrivent dans leur bureau le matin, ben, ils sont bien contents d'avoir un bureau bien rangé, leur écran d'ordinateur bien nettoyé, parce que comme ça, ben, ils seront plus créatifs. Voilà. Je crois que ce n'est pas vrai, parce qu'on racontait la même histoire avec la NASA au début de la conquête de la Lune. Mais il se trouve quand même, c'est très, très bien. Voilà. La Lune. Merci Paul Hubert. Donc aujourd'hui, Altermakers, quelles sont les prochaines échéances? Quel est le cap 2024 Altermakers? Comment tu vois les choses? Ben, c'est pas la même chose. Le cap 2024, c'est la vision, c'est le rêve, et ça, je peux te le raconter. Et les prochaines échéances, je peux te le raconter aussi, mais c'est beaucoup plus court terme, forcément. Tu veux les deux? On commence par quoi? Le court terme et la vision. On commence par quoi, de ton point de vue? Il vaut mieux commencer par quoi? Par la vision ou par le court terme? Le court terme. Par chronologie. Le court terme, c'est fin de semaine prochaine. On va se rencontrer physiquement pour une seconde fois, parce qu'on s'est rencontrés une première fois quasi tous pour faire un shooting photo, et c'était juste avant le confinement. Et fin de semaine prochaine, on va faire un vagabondage nomade urbain qui durera 2-3 heures, 3 heures probablement. On va commencer par boire un verre chez Bruno, qui est réalisateur et membre du collectif. Ensuite, on va aller balader, marcher 1 heure pour arriver dans un resto où on passera 1 heure au moins, voire un petit peu plus. Et en fait, on va utiliser ces 3 heures pour traiter à chaque fois un de nos enjeux court terme. Ok. Court terme. Un de nos enjeux prioritaires. Voilà. Donc, le premier, ça va être nos méthodes. Comment on est alter, pourquoi on est alter, à quel moment il y a besoin d'alternatives, à quel moment il n'y a pas besoin d'alternatives aussi. D'accord? Donc, du coup, ça nous aidera à préciser un petit peu notre corpus méthodologique qui a besoin de s'enrichir. On a déjà des choses, mais on a besoin de s'assurer qu'on est bien un collectif apprenant du point de vue des méthodes. D'accord? Deuxième enjeu, ça va être les règles du jeu de fonctionnement entre nous, notamment entre membres affiliés, puisque les membres affiliés, ils sont dans une relation commerciale, en fait, une relation douce, mais commerciale. Contrairement aux membres de la communauté comme toi, on n'est pas dans une relation commerciale. Donc ça, c'est notre deuxième enjeu. Et puis le troisième, ça va être comment on peut, grâce à ce collectif, produire du sens. Et donc, on est en train d'imaginer, parce que ça fait partie de la vision,
de se doter d'un outil, alors type une fondation ou une association, dans lequel on peut passer du temps rémunéré par Altermakers, rémunéré par nos clients d'une certaine manière, pour travailler sur des enjeux citoyens ou bien des sujets artistiques, etc. Voilà. Donc on va parler de ces 3 choses-là. Ok. Voilà. Qui sont nos À actions court terme. prioritaires. Ouais. Prioritaires. À long terme. Ah, à long terme. Alors, à long terme, quelle question tu as à me poser? Vas-y. Mais non, bah du coup, toi, ta vision, le cap, c'est quoi? Bah, en fait, en 2024, c'est les JO. Donc, on a envie déjà de participer à la fête des JO et au succès des JO. C'est Ah. le premier point dont on s'est parlé. Non, non, je blague. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que chez Altermakers, on se bat pour quelque chose qui nous dépasse largement, qui dépasse Altermakers, qui est Ouais. réenchanter l'avenir. On pense que on a besoin collectivement tous, et on va être beaucoup à être d'accord, mais on a envie de se le dire, que de faire en sorte que l'avenir soit plus juste, plus respectueux, plus beau aussi, et puis toujours aussi humain, parce qu'on se parle d'intelligence artificielle. On pense que le digital est là pour nous libérer de certaines tâches, mais pour nous permettre de nous concentrer sur l'essentiel, qui est que nous sommes des humains. Voilà. Donc ça, c'est notre combat qui nous Est-ce que cette dépasse crise a largement. apporté un changement profond dans la société, tu trouves, ou même dans les Je pense entreprises? que Est-ce que cette tu sens crise, elle a vraiment été, prête? Ouais. cette crise est l'occasion de se poser bien cette question-là. Tout à Mm. fait. Il faut faire attention, faut pas être trop naïf. Cette crise, elle est aussi l'occasion d'aller approfondir des tendances de fond qui font que le monde est probablement moins respectueux, moins Mm. humain, moins juste demain. Mm. Il y a un peu la double tentation, probablement. Il faut en parler, il faut décoder, il faut faire des choix. Parce que réenchanter le monde, c'est un vaste programme, hein. C'est même l'avenir qu'on veut réenchanter. Ouais. Alors réenchanter le monde, oui, c'est vaste, mais c'est ce qui doit nous guider finalement, y Mm. compris quand on fait du conseil. Voilà. Et y compris quand on fait du conseil sur des sujets qui sont pas forcément des sujets de prime abord très alternatifs. Voilà. On s'est dit, parce que c'est la réalité de ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, hein, il nous Mm. arrive, moi auparavant, dans ce que je faisais chez Danone, dans ce que je faisais chez Clargy, dans ce que je fais maintenant chez Altermakers, il y a plein de moments où on ne demande pas de produire de l'alternative. Eh bien, on s'est dit que on avait vocation, en tant qu'Altermakers, à passer au minimum 30% de notre énergie, de notre temps et de nos mots à aider nos clients à voir les choses autrement, à se rendre compte qu'il y a des alternatives qui existent, qui sont peut-être pas mûres, matures complètement pour lui aujourd'hui, mais peut-être Mhm. demain. Voilà. Et puis on a Ok. des sujets d'alternatives franches et claires. Voilà. Donc c'est vrai que c'est large, ça fait ça nous dépasse de beaucoup, mais c'est normal. C'est le combat dans lequel on s'inscrit. Voilà. Maintenant, notre raison d'être, ce Oui. qui dépend un petit peu plus de nous et ce pourquoi on est fait, c'est de montrer qu'on peut entreprendre, innover et diriger autrement. Et que parfois, les choses sérieuses ont vocation à être faites différemment. Voilà. Pour aboutir à des meilleurs résultats, plus encore une fois, de respect, de justice, etc., etc. Voilà. Ok. Tu as encore une petite minute pour conclure, Jean. Tu voudrais conclure par quoi? Une citation, un Eh bien, mot, valeur, une non, chanson? un appel, un appel. Euh, En plus de te remercier, et tu fais partie de la communauté, bien sûr, un appel à la communauté parce que, en fait, dans notre vision, il y a une large place pour la communauté. Alors, dans des règles qui vont rester à préciser, hein, il faut des règles du jeu, mais Altermakers a vocation à apporter un nouveau souffle au monde du conseil parce que notamment on est plus ouvert que la plupart des collectifs ou des cabinets de conseil Mhm. sur l'extérieur, sur la vraie vie, sur les gens, sur les citoyens. Finalement, chacun d'entre nous est un artiste, un citoyen, un chercheur de quelque chose, un entrepreneur, etc.
Et dans la communauté, au sens large, il y a de la place pour des gens qui sont que des citoyens, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qui n'ont pas l'ambition d'être des consultants, des chercheurs qui vont vendre des prestations à des clients, etc. Donc ça reste à définir, mais c'est ce qu'on a commencé à faire pendant Covid-19 en fait. Donc on a l'envie de prendre ça avec nous dans notre sac à dos là vers le futur et de faire grandir ça. Donc c'est un Une appel. université des curiosités. Une Je université balance ça, de tous je balance les ça comme talents. ça. Une université de tous les talents. Ouais, tout à fait. Hmm. Et Ok. il y a du talent en chacun d'entre nous. Voilà. Et tu es particulièrement talentueux, mais ça, ce sera un chèque à la fin, quand tout le monde aura coupé sa vidéo. J'ai Oui. beaucoup apprécié ce moment et surtout, j'ai vu tous les progrès, si j'ose dire, d'Alter Makers parce que maintenant je comprends mieux ce que c'est, je comprends mieux quel est votre projet, je vois mieux où vous allez, comment vous y allez et je trouve que c'est une initiative formidable. Voilà. Donc, je me sens plus concernée. Merci Catherine. Bienvenue Très dans communicant. bienvenue dans la communauté. Ah. Est-ce que vous avez Reprends ton des rôle. réactions? Moi, personnellement, je trouve ça très intéressant le positionnement alternatif du cabinet de conseil, parce que du fait que il y a quand même des gros cabinets comme, je sais pas, Deloitte, tout ça. Et toi, tu es un petit cabinet, mais il y a aussi d'autres petits cabinets. Tout le monde veut faire du conseil, et je trouve que cette vision pour le cabinet, elle me semble vraiment sincère et authentique, et donc ça matche bien avec ta personnalité. Et aussi, je pense que ça peut faire une vraie différence par rapport aux autres cabinets de conseil. Enfin, d'ailleurs, comme tu le dis, c'est pas un cabinet de conseil, c'est un collectif et tout. Et ça, je trouve ça moderne, et je pense que ça peut vraiment répondre autant à ce que attendent les grandes entreprises quand ils vont chercher un consultant à l'extérieur, autant que des petites startups qui vont vouloir justement un cabinet qui fait les choses différemment. Donc, je me dis que c'est intelligent. Voilà. Paradoxalement, en termes de clients, aujourd'hui, on a plutôt des grosses entreprises que des petites startups. Qui est un de nos enjeux. Hein. On a besoin d'aller vers le monde des startups aussi parce que c'est un monde très rafraîchissant. Et puis, ouais, ça pousse à faire les choses encore différemment, à apprendre encore plus. Ouais, non. Tu vas te dire. Pardon. Voilà. Ouais, non, tout à fait. Alors sincère, oui. En fait, on a un enjeu. On a plusieurs enjeux, mais on a un enjeu de croissance réelle mais raisonnable. Donc, de faire venir des talents que je peux employer aussi, qu'on peut employer parce que on ne rêve pas de l'ubérisation du conseil complète non plus. Donc ça va être un enjeu. Et puis un enjeu de faire connaître notre vision et notre offre en fait et nos méthodos. Alors il y a un truc qu'on a fait qui a été très très riche. Moi je m'attendais, enfin c'est pas que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi riche, mais c'est que, je me suis rendu compte que la communauté avait des idées nous concernant. C'est de demander aux gens ce que leur évoquait le nom Alter Makers. Et ça a donné des choses assez passionnantes. Des choses que vous savez déjà, mais voilà, autour de penser, faire les choses, la différence, mais pas la différence pour la différence pour plus de performance, du changement et dans la durée. L'idée de collectif aussi. Et puis des valeurs et de la modernité, du dynamisme, voire un côté digital, ce qui personnellement n'est pas du tout mon cas. Je pense que c'est plus le cas de Paul et d'autres altermakers, mais bon bref. Mais voilà, donc j'ai trouvé que du côté du nom, il y avait quelque chose d'intéressant parce que évocateur. Ça m'a rassuré. Voilà.
Nous, on adore le nom. Je trouve que ça rime bien avec ce que vous faites. On a beaucoup aimé l'idée du rêve du futur, là, la projection dans le futur. J'espère que vous arriverez à réaliser tout ce que vous avez mis en place. Puis, dans les ateliers, peut-être, ce qui nous a un peu manqué, c'est de faire du reporting, c'est-à-dire des présentations et surtout les photos, parce que en fait, en suivi, vous racontez chaque semaine, mais sans rien voir. Et tu peux redire ce qui a manqué, c'est de se présenter, c'est ça? Non, pas de se présenter, mais de nous montrer ce que vous avez fait. Par exemple, quand vous avez dessiné le rêve, on n'a pas vu en fait le résultat. Si, parce qu'on en a parlé un petit peu, mais tu peux poser toutes les questions que tu veux. Tu vois, je t'ai parlé du combat, je t'ai parlé de notre raison d'être, je t'ai raconté un petit peu notre ambition et qui on est. Je t'ai pas énormément raconté au final. C'est vrai qu'on pourrait en raconter beaucoup plus. Je suis d'accord. Indice. Hein. La Pardon? construction de Une BD. Merci Lisa pour l'interview, c'était très attrayant en fait. Super. Non, mais en fait, pour te. Oups. Bonjour Rim. Bonjour. En fait, concernant la vision, c'est vrai qu'il y a plus d'éléments que ça. Il y a des éléments de culture ou de vertu, tu vois, de valeurs et de vertu. Il y a ce qu'on est. Donc, ce qu'on est, je l'ai quand même dit, on est un collectif de conseils alternatifs à travers des talents alternatifs, des méthodes alternatives et puis des engagements alternatifs. Voilà. Donc, on a vocation aussi à aller dans la production concrète, hein, en fait, hein, comme tous les Fab Labs ou comme tous les makerspace, on a vocation aussi à mettre des moyens à certains moments pour promouvoir une alternative et faire en sorte qu'elle rentre dans la vraie vie. Donc, à terme, si tu veux, à 2024, moi, j'imagine complètement que on peut être aussi des business angels, c'est-à-dire mettre de l'argent sur des alternatives concrètes. Le resto alternatif nouvelle génération, dans lequel c'est les clients qui viennent cuisiner, tu vois. Je raconte n'importe quoi, mais on doit pouvoir aider à concevoir et produire des alternatives en prenant des risques nous aussi, tu vois. Par exemple, je crois à fond à ça. les questions de vos clients, vous attendez quoi? Ce qu'on entend comme question de nos clients, Ce que vous attendez comme question sur lequel vous aimeriez travailler? ah, bonne question. Alors, tout ce qui va être lié à chercher la vérité dans l'entreprise, produire du sens, notamment avec, alors soit de la recherche en sciences sociales comme l'ethnologie, la sociologie clinique des organisations, etc., mais aussi la philo. On croit beaucoup à la philo. Et dans une entreprise d'agroalimentaire, par exemple, sur des questions de management, sur des questions de constitution d'un capital marque aussi, on pense que la philo a toute sa place, mais avec le chef, la cuisine, et puis avec l'ethnologue, ensemble, pour produire des concepts nouveaux. Donc, ces premières questions-là. Des questions d'innovation et de production de nouveaux business models, de conception et de passage à l'action sur des nouveaux business models. Donc, dans les services ou dans les biens, hein, mais tu vois, par exemple, on adorerait travailler sur comment on se passe de l'eau de la bouteille d'eau, des sujets comme ça. Comment on peut transporter les gens à l'autre bout du monde avec une empreinte carbone très faible. Comment on fait pour que demain la banque soit une fête, tu vois, des choses comme ça. Question d'invention ou d'innovation, tu vois. En utilisant le passé, la recherche ethnologique et philosophique? Ouais, alors l'ethnographie, c'est même le présent, tu vois. La philo, c'est même le futur. Voilà. Mais oui, en effet, en utilisant au maximum des sciences sociales et de l'intelligence collective,
Voilà, tout ça orchestré dans des méthodos qui permettent de faire avancer les équipes dans du questionnement, dans des questionnements simples et utiles pour passer à l'action au final. C'est Voilà. pas étonnant que les grandes boîtes font plus appel à vous. Pourquoi? C'est là où il y a le moins de, jusqu'à présent, là où il y a le moins de pragmatisme. Tu as raison. Tu as raison, les grandes boîtes cherchent chez nous de l'agilité, du pragmatisme, une capacité à emmener les équipes vers un état d'esprit entrepreneur. Mais dans les startups, quand on fait appel à nous, ce qui arrive de temps en temps, c'est parce qu'on attend de la rigueur, on attend de la méthode, tu vois, une approche et du transfert de compétences, bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, dans la vision Makers, il y a ça. Il s'agit de mettre en relation ces grandes boîtes avec ces petits entrepreneurs, en fait. C'est sans doute bien souvent, il n'y aura pas besoin de vendre du conseil par des consultants de carrière, etc. Il y aura parfois besoin de connecter. Oui. Voilà. Chouette. Voilà, alors là, on est en plein dans des réflexions parce que chez Altermakers, du coup, dans les gens qui font partie du collectif et qui, du coup, sont dans une relation commerciale avec et grâce à Altermakers, en fait, on a tous envie de passer du temps sur des sujets d'intérêt général. Et du coup, on a décidé que une partie du chiffre d'affaires, symboliquement, serait consacrée à ça, en fait. C'est-à-dire que on a encore besoin de tout finaliser, etc. Mais qu'en gros, quand je schématise, mais au lieu de gagner 100, on va gagner 120. Et ça permet de passer symboliquement un jour de plus dans la semaine sur des sujets d'intérêt général ou de recherche. Qui finalement, la recherche, c'est aussi de l'intérêt général. Voilà. Donc ça a encore besoin d'être, c'est pas encore bien clair, mais ça a besoin de l'être et d'être discuté entre nous. Mais voilà, je pense que ça, c'est un point intéressant. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime bien travailler. Enfin, à titre personnel, me dire, je travaille 4 jours sur des choses lucratives et puis hop, le dernier jour, je fais quelque chose qui me botte, qui me parle, et qui nous fait grandir. Voilà. Et quels sont les plus grands défis pour l'instant, si je peux me permettre? Bonne question. Nos plus grands défis, c'est un défi commercial, clairement. Il faut qu'on. Alors, c'est pas la croissance pour la croissance, mais il faut qu'on se fasse connaître. Il faut que on donne envie en fait à des gens qui peuvent signer des chèques d'en signer, tu vois, pour nourrir le collectif, voilà, permettre aux gens de se développer, etc. Les méthodes. On a besoin de chasser des méthodes nouvelles en permanence, de se positionner par rapport à ces méthodes nouvelles, savoir si on a envie d'en faire quelque chose ou pas, et comment on peut les tester, les améliorer, se les approprier, etc. Et puis notre troisième enjeu, c'est comment on peut fédérer, donner envie, fédérer, engager les membres de la communauté, qu'ils soient des citoyens et des gens qui ont envie d'apprendre, de réfléchir, de chercher avec nous, ou bien des gens qui sont des membres du collectif, qui là sont dans une relation commerciale au sein du collectif. Voilà. Ça, on a besoin de trouver les leviers de l'engagement vis-à-vis de ces communautés, de cette communauté, mais qui finalement est une communauté multiple. C'est ça nos enjeux. Et vous avez combien de membres dans le collectif pour l'instant? Alors, si tu vas sur le site internet, tu en verras 12, mais en réalité, on est 13 aujourd'hui, parce qu'il y a Bruno qui est réalisateur qui nous a rejoint il y a 2 semaines. Et puis, je pense qu'on sera 14 assez rapidement, mais c'est pas le nombre pour le nombre, c'est pas
c'est juste que très à table, moi, ça me fait peur. Non. Mais voilà. Après, on est un collectif où on a vocation à rester libre, c'est-à-dire que si demain, Laurence qui est là, elle a plus du tout envie de faire partie du collectif, il y a aucun souci, tu vois. Donc, il y a des gens qui ont vocation à rentrer, à sortir, à passer aussi du collectif au salariat, pourquoi pas. Ça, tu vois, aujourd'hui, il y a des des opportunités de salariat qu'on n'a pas chez nous, que certains des membres du collectif peuvent être amenés à trouver ailleurs. Et ben, c'est génial, c'est super. Et puis, ils vont passer de membre du collectif qui fait du conseil à temps partiel à salarié quelque part. Et puis, hop, ils vont nous acheter du conseil parce qu'ils nous connaissent de l'intérieur. Ils reviendront un jour. Voilà, moi, je crois beaucoup à ça. On est des gens libres. Il faut rester libre. Donc, il faut imaginer des modes d'association souples. Et qu'est-ce que tu recherches comme profil encore ou comme type d'engagement libre? Alors, ce qu'on cherche toujours des gens plutôt orientés sciences sociales. Donc, peut-être un sémioticien ou une sémioticienne, ça pourrait être pas mal à un moment donné. Des gens qui ont une capacité, alors, tu vois, à poser des méthodes, les animer et mettre en musique ces talents divers et multiples. Donc, autrement dit, des profils plutôt consultants, tu vois, mais assez autonomes parce que là, aujourd'hui, on n'a pas un volume d'affaires qui permet de recruter quelqu'un ou de faire venir quelqu'un et de lui donner à travailler en permanence, tu vois, comme on commence. Donc voilà, je dirais que ce sont les deux profils qu'on cherche en priorité, parce que sinon on a un réalisateur, on a enfin, tu vois, une illustratrice, deux designers, alors aussi des entrepreneurs, ça, c'est intéressant, c'est des profils intéressants. Des gens qui sont des entrepreneurs, qui ont une expérience d'entrepreneur, un savoir-faire d'entrepreneur, qui peuvent aider nos clients alors à entrer dans l'esprit startup, à apprendre à être plus agile, etc. Voire sur des expertises, tu vois, par exemple chez nous, il y a Caroline qui elle est entrepreneur, elle travaille dans le monde du vin, elle connaît très très bien l'agroalimentaire et elle est complètement capable d'accompagner des clients sur des enjeux dans l'agroalimentaire. Voilà. Et elle entreprend, elle passe du temps à ça roule pas encore complètement, et donc du coup, elle fait aussi du conseil avec nous. Voilà. Donc je dirais que c'est ça les profils qu'on cherche. Sciences sociales, entrepreneur et consultant. Mais un consultant, pour moi, c'est une forme d'entrepreneur, dans la manière dont j'en ai parlé. Même s'il peut y avoir des consultants salariés et que ça va commencer, j'espère, rapidement. Voilà.